Ces banquiers qui avaient imaginé des modèles très spéculatifs ont entraîné une récession mondiale. Un autre monde est-il possible ? Moi, j'aurais tendance à commencer en disant c'est le nôtre qui n'est plus possible. La démocratie, c'est pas uniquement le fait d'aller voter, encore faut-il voter pour des valeurs. Nous vivons dans un monde où les choses ne sont pas véritablement bien réparties et partagées. Je ne suis pas sûre que le seul progrès qui vaille soit l'accès au bonheur. Le bonheur de Voltaire, c'est il faut cultiver son jardin. De façon générale, on ne peut pas mieux faire qu'avec les anagrammes. Vous prenez l'anagramme de Carpe Diem, ça donne « ça déprime ». En neurologie, on sait que je ne peux prendre conscience du bonheur que si auparavant j'avais eu du malheur. Le bonheur, c'est la sensation de vivre ce à quoi on aspirait. Je crois qu'une des plus belles conquêtes de l'espace, c'est d'avoir pris cette conscience de notre planète. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que 3 personnes ou 4 personnes dans une voiture, c'est mieux que 3 ou 4 voitures par personne. La révolution numérique, elle permet de faire des économies sur cette révolution industrielle passée. Qu'est-ce qui a organisé le monde tel qu'il est ? C'est bien les êtres humains. Parce que l'école, c'est une chance pour nos enfants. C'est une chance. En 68, on revendiquait une certaine légitimité de la rue par rapport à celle des urnes. Les secours arrivaient toujours trop tard. J'ai un ami très proche dont la femme s'est radicalisée récemment. Elle a fait des études, des très hautes études. Elle avait un bon métier. Et que n'importe quel progrès technique conduit à une amélioration morale. Il me semble que plus personne ne croit ça. La société française, elle est en proie à un certain nombre de morcellement. Il y a des jeunes qui ont tendance à se radicaliser. Ceux qui veulent tenter de faire, d'instituer une société sans artistes ont du boulot. Le critique littéraire, après la sortie de Madame Bovary, a écrit « Monsieur Flaubert n'est pas écrivain ». Qu'est-ce qui vous fait choisir le sujet d'un roman ? Cette accumulation des connaissances, il faut l'ingurgiter, il faut l'absorber, il faut la comprendre. Je trouve ça difficile de ne pas être optimiste. Évidemment, le défi qui nous arrive maintenant, c'est le défi du changement climatique. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit résigné, il faut qu'on soit des engagés. Et nous avons tous ce pouvoir de changer le monde. Les grands sages chinois, Bouddha disait, ils ont 2 immenses oreilles et une seule bouche, parce qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Je considère que l'allongement de la durée de la vie est une très bonne nouvelle. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que l'information scientifique circule et passe au grand public. Ces grandes villes, les gens ne viennent pas parce qu'ils trouvent du travail. Ils viennent parce qu'ils viennent de campagnes qui sont ruinées. Je crois que savoir que l'autre, celui qui est en face de toi, possède des trésors qu'il peut t'apporter, quoi. C'est quoi l'amour qui va faire qu'on reste le proche de celui qui se fragilise ? Comment ça marche l'amour ? On ne sait plus. Et j'ai commencé la musique, je crois, déjà dans le ventre de ma mère. On demande de plus en plus à la recherche d'avoir des résultats à court terme. Je dis, arrêtons ces logiques suicidaires d'austérité. Que la gauche, normalement, est liée au progrès. Croire au progrès, c'est croire que le futur peut être différent du présent. Je pense qu'avant mon exposé, cet exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles seront confuses. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus pour ce nouveau débat. Quelle culture, quel patrimoine pour les sociétés en mutation ? Tel est le sujet qui a été annoncé. Permettez-moi d'abord de vous présenter les participants. À ma gauche, Laurence Descartes, qui dirige les musées d'Orsay et de l'Orangerie, qui est conservateur en chef du patrimoine, qui a travaillé beaucoup au musée d'Orsay, puis a dirigé l'Orangerie, puis a fait partie de l'équipe qui s'est occupée du Louvre à Abu Dhabi, qui a surtout été commissaire de grandes expositions qui ont marqué l'histoire des expositions et donc l'histoire du patrimoine. Je ne mentionnerai que plusieurs expositions consacrées à Courbet, à Burne-Jones, à Vuillard, à Gérôme, et une des dernières, une des plus spectaculaires, Apollinaire, à l'Orangerie. Toutes ces expositions ont donné lieu à d'importants catalogues. Ce ne sont pas là les seules publications de Laurence Descartes, qui a également publié un grand volume
chez Flammarion sur l'art français du XIXe siècle, et puis un autre volume sur le pré-raphaélisme anglais, une autre forme de la modernité. Diane Dufour dirige le BAL, le BAL, cet espace d'art et d'image du côté de la place de Clichy. Elle s'est beaucoup occupée de photos avec Raymond Depardon. Elle a créé également une sorte d'école, comment regarder la photographie, comment exercer le regard, la fabrique du regard. C'est une plateforme pédagogique du BAL. Elle publie aussi, depuis maintenant une dizaine d'années, les carnets du BAL, une collection qui explore les enjeux de notre civilisation, de l'image, au travers d'interventions inédites d'artistes, d'historiens et d'anthropologues. Nicolas Grimal est égyptologue. Il est membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Il a dirigé l'Institut français d'archéologie au Caire et il est actuellement titulaire de la chaire d'égyptologie au Collège de France. Il est également secrétaire général de la commission consultative des fouilles françaises à l'étranger du ministère des Affaires étrangères ou du développement international, et il est l'auteur de nombreuses publications consacrées à l'Égypte ancienne. Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Égypte prennent en main son histoire de l'Égypte ancienne chez Fayard, constamment rééditée. Jérôme Clément n'a pas besoin d'être présenté, ancien président créateur et président de Arte, ancien président de l'Alliance française, président de toutes sortes d'institutions culturelles, dont le Centre national de la cinématographie. Il a également présidé aux destinées du Théâtre national du Châtelet et il préside aussi le festival de cinéma Premier Plan d'Angers. Et enfin, Fabrice Bousteau, écrivain, journaliste, directeur de la rédaction de Beaux-Arts Magazine, ancien élève de HEC et de l'Institut supérieur du management culturel. Vous le connaissez par toutes sortes d'émissions dont Tout arrive. Il a été producteur à France Culture. Il a également été commissaire d'exposition au Centre Pompidou, à Lille et ailleurs. Votre serviteur est lui-même littéraire, professeur à l'université de Bâle, mais ce n'est pas le spécialiste de Baudelaire ou du surréalisme qui est ici, plutôt le rédacteur de la revue des Deux Mondes. Quelle culture, quel patrimoine, à une époque où on ne fait que parler de culture, on met la culture, si je peux m'exprimer familièrement, un peu à toutes les sauces, et avant même d'engager le dialogue avec le public, avant d'engager le dialogue entre vous, les intervenants, j'ai presque envie de poser à chacun d'entre vous, en guise d'introduction, une petite définition en 3 ou 4 minutes. Qu'est-ce que vous entendez par le mot culture? Laurence. Je sors le joker, non. C'est une vaste question. C'est à la fois une question éminemment personnelle. Chacun a sa propre culture, fait ses choix de référence selon son parcours, selon son éducation, le milieu dont il vient et son parcours dans la vie. Et puis la culture, c'est aussi une affaire collective. C'est forcément une affaire collective, surtout si on se place dans le contexte, par exemple, français. La question culturelle est une question éminemment nationale et éminemment politique en France depuis très longtemps. Et donc c'est une affaire de valeurs partagées,
et là j'utiliserai le mot aussi patrimoine, évidemment. C'est aussi la référence à un patrimoine commun qui doit être toujours mis à disposition de nos concitoyens et des visiteurs du monde entier, et qui forme évidemment au bout du compte un système de référence, un système de valeurs qu'il convient de relire, de bousculer par moments, mais qui constitue certainement un socle commun. Et ça, c'est évidemment, pardonnez-moi, mais ça, c'est la casquette de présidente d'un établissement public, est une chose absolument fondamentale dans la société d'aujourd'hui. Nous n'avons jamais eu autant besoin de réfléchir à la question culturelle et à la question patrimoniale qu'aujourd'hui. Je pense que c'est une question éminemment d'actualité. Elle est peut-être mise à toutes les sauces, mais elle mérite toutes les attentions. La culture n'est pas une question accessoire, elle est une question essentielle, me semble-t-il, dans la définition de ce qu'est l'homme, et elle est essentielle aussi dans la définition d'une société où chacun peut vivre en bonne harmonie avec les autres, quel que soit, une fois de plus, le bagage culturel qu'il porte. Ça me paraît extrêmement important. Donc ce sont peut-être des généralités, ce que je suis en train de dire, mais c'est au moins un socle commun dans lequel moi je me reconnais, une affaire très personnelle et en même temps une affaire éminemment collective et politique. Merci beaucoup. Est-ce que, Diane Dufour, vous reconnaissez dans cette définition, qu'est-ce qui, selon vous, manque? Qu'est-ce que vous voudriez ajouter? Non, je pense que c'est tout à fait un socle commun. Effectivement, moi, j'ai l'impression que la culture, c'est quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose qu'il faut à la fois peut-être contester souvent, pour le dépasser, pour l'enrichir, pour la forger à notre propre aune. Et c'est quelque chose qui doit nous aider à grandir, si vous voulez. C'est quelque chose qui doit changer notre façon de voir. Moi, je vois la culture à titre plus individuel comme un moteur d'évolution, parfois de révolution, d'évolution, de quelque chose qui doit, à l'intérieur de nous-mêmes, faire un chemin. Je vois aussi la culture, comme l'a dit Laurence, sur un plan éminemment politique aussi. Je pense que la culture, c'est quelque chose qui forge aussi des rapports de force entre les gens. Et là, je parle plus en tant qu'inspiratrice ou créatrice d'une fabrique du regard qui forme des jeunes de l'éducation prioritaire et qui voit à quel point la culture est quelque chose qu'on nous donne d'abord et dont on s'empare ou dont on ne s'empare pas, mais qui est quelque chose qui reflète aussi énormément aujourd'hui des inégalités, j'allais dire, considérables. Et donc c'est quelque chose qui devrait être un droit pour tous, quelque chose qu'on partage, mais qui n'est pas du tout acquis. Et parce qu'il n'est pas acquis, il doit faire l'objet d'un volontarisme, j'allais dire, très, très important. Et c'est vrai à l'échelle de Paris, de l'Île-de-France, c'est vrai à l'échelle de la France, c'est vrai à l'échelle de l'Europe, c'est vrai aussi à l'échelle du monde. Et je pense que c'est quelque chose qui s'apparente à un combat, en fait. Oui, bizarrement, je dirais que c'est quelque chose qui s'apparente à un combat. Merci beaucoup. Et Nicolas Grimal, qui a peut-être le regard qui porte le plus loin dans le passé. Oui, je ne sais pas. En vous écoutant, je ne peux que souscrire à ce que vous avez dit, bien évidemment. Mais pour être peut-être plus simple et un peu plus ramassé, je dirais que la culture, c'est ce qui constitue l'identité, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit collective. Et puisque vous me prêtez un regard d'historien un peu plus en arrière que vous qui êtes en avant, quoique nous parlerons d'Aubervilliers à un moment ou à un autre, la culture, je dirais qu'il faut la considérer en regardant les cultures. Nous avons notre culture, et ce que vous avez dit tout à l'heure est très vrai, c'est notre identité nationale, certes. Mais aujourd'hui, dans un monde qui est déchiré par des conflits qui sont des conflits qui se présentent comme des conflits culturels, mais qui n'en sont pas, le bon usage de la culture doit être médité. La culture est un outil, c'est aussi une arme redoutable. Au nom d'une pseudo-culture, on peut éradiquer complètement une culture rivale. Ça s'est fait dans le passé, ça se fait malheureusement encore aujourd'hui. Je vais prendre juste un tout petit exemple dépassionné. Je ne vais pas vous parler du Proche et du Moyen-Orient, c'est mon quotidien, j'en souffre suffisamment comme ça. Je vais vous emmener en Amérique centrale.
en Amérique centrale, qui pour vous est le berceau des cultures précolombiennes, hein, on est en monde maya, Chimèque, Olmec, etc. Eh bien, en Amérique centrale, la culture qui est ressentie comme une revendication extrêmement forte des populations indigènes face aux éléments exogènes, cette culture, dans les 7 pays qui constituent l'Amérique centrale, eh bien, dans la majorité d'entre eux, il n'y a pas de ministère de la culture, il n'y a pas de politique de la culture, il n'y a pas d'inventaire patrimonial. C'est vous dire qu'il y a la revendication, l'utilisation politique et la réalité de l'étude sur la culture. Pour l'instant, je m'en tiendrai là, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Jérôme Clément. Pour compléter ce qui a été dit, d'abord je voudrais faire quelques observations. La première, c'est que c'est un mot relativement récent. La culture, on n'en parlait pas jusqu'à il y a la fin du 19e, même le milieu du 20e siècle, en fait. Avant, on parlait des beaux-arts. Ce qui veut dire qu'on peut tenter une approche de définition par le contenu. Alors c'est l'architecture, plus la musique, plus la peinture, plus etc. Et l'approche par le contenu, on voit qu'elle a des frontières extrêmement variables. On l'a vu notamment au moment de la politique de Jacques Lang, puisqu'on a rajouté la gastronomie, le design, etc., etc. Donc l'approche par le contenu, elle donne une idée de choses qui finalement ont été assez bien précisées par Lévi-Strauss. Je crois que c'est lui qui en a donné une définition assez juste, en disant que c'est l'ensemble de signes avec lesquels on se reconnaît. On se reconnaît individuellement et collectivement, ce qui fait qu'on a finalement des codes, un certain nombre de choses qui font que, voilà, quand on voit la statue ou le portrait de Richelieu que j'aperçois au fond, on sait qu'on appartient à une collectivité française. Quand on voit toutes ces statues, on se réfère à une histoire, notre histoire, etc. Alors, ça pose la question de l'identité, comme M. Grimal vient de le souligner, mais on a soi-même plusieurs identités. Je vais prendre un exemple précis. Je fais un cours à Sciences Po sur la politique culturelle. Quand on demande aux étudiants, je me suis livré à cet exercice, mais vous vous sentez quoi, vous? Qu'est-ce que vous êtes? Alors, on peut répondre en disant, moi, je suis de culture française, ce qui est une définition. On peut dire, je suis de culture catholique, ce qui est une autre définition. On peut dire, mais moi, comme m'a dit un de mes étudiants, moi, je suis toulousain. Et en dehors de Toulouse, il n'y a rien de... Donc, on peut avoir des... C'est comme des poupées russes, ça s'emboîte. On a plusieurs identités à la fois. Et on se reconnaît, c'est la somme de toutes ces identités qui font qu'on se reconnaît dans une forme de collectivité et qui pose aussi tous les problèmes politiques qu'on voit aujourd'hui très nettement apparaître entre différentes communautés qui à la fois ont beaucoup de choses en commun, mais ont aussi des identités culturelles différentes. Donc là, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, à savoir que c'est une question éminemment politique. La culture est une question éminemment politique parce qu'elle pose la question de l'identité à la fois individuelle et collective et la façon dont, en les reconnaissant, on s'insère dans cette collectivité. On y réussit plus ou moins bien selon les époques, selon les cas, selon les tensions, comme on le voit actuellement dans différents domaines. Et donc c'est une question absolument majeure. On reviendra, je pense, sans doute dans le cours du débat sur la question de la politique culturelle et de savoir comment aujourd'hui on fait face à ce problème en France et en Europe, ce qui me paraît être une question tout à fait importante. Merci beaucoup. Et Fabrice Bousteau. La culture, avant toute chose, c'est ce qui définit l'homme et l'humanité. On sait aujourd'hui, c'est un point bémol, que les scientifiques se rendent compte que d'autres espèces vivantes, les arbres par exemple, développent des cultures et qu'entre un arbre et un autre, il peut y avoir des échanges culturels. Mais ce qui définit avant toute chose l'homme et l'humanité, c'est la culture. La culture, c'est ce qui nous lie et ce qui nous oppose. La culture, c'est notre passé, c'est notre devenir. Et j'irais dire, pour reprendre un mot d'un artiste français célèbre, Robert Filliot, qui disait « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». Eh bien, la culture, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que la culture. Merci beaucoup. Vous aurez constaté que dans toutes ces définitions, un certain nombre de mots reviennent. Celui d'individu d'un côté, de collectivité de l'autre.
celui d'identité et celui de politique. Et Fabrice Bousseau a mis en avant le fait que l'homme est un animal culturel, en quelque sorte, qu'il s'insère dans une chaîne, car c'est en sachant d'où l'on vient qu'on peut se projeter dans l'avenir, et la meilleure réflexion sur d'où venons-nous, où allons-nous, s'exprime peut-être à travers les œuvres dont Laurence Descartes garde quelques spécimens dans son musée. Ces œuvres qui sont peut-être la seule chose qui finalement résiste à la mort. Et on peut se demander dans quelle mesure la culture n'est pas aussi une sorte de défi lancé à la mort. Malraux n'est pas loin, qui pensait que toute culture était un dialogue avec la mort. Et l'égyptologue ne me contredira peut-être pas si je rappelle qu'au début de toute culture, il y a la sépulture, quelque part. Donc il y a toute une série de thèmes qui sont revenus à la fois entre l'art moderne, l'égyptologie, entre la photo et un journal d'art moderne, entre Arte et le théâtre. Et je crois que nous allons tout de suite ouvrir le débat vers les étudiants qui ont posé un certain nombre de questions, qui résonnent d'ailleurs parfaitement avec ce qui vient d'être dit, et il me semble que celle qui reprend même certains termes de définition que vous venez d'entendre est celle de Cassien Hugo. Est-ce qu'il veut bien nous la poser? Je pense qu'elle est générale, et j'inviterai ensuite chacun des 5 intervenants de réagir à la question de Cassien Hugo. Merci. Oui, vous l'avez dit, enfin, la culture, en effet, est dans toutes les bouches. Et on a, enfin, les chiffres montrent, par exemple, qu'entre l'année 2000 et l'année 2014, on a construit plus de musées dans le monde entier qu'on en a construit dans tout le 19e et le 20e siècle. Or, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'explication qu'en a donnée Claude Lévi-Strauss dans son dernier discours devant l'ONU, dans lequel il disait, dans lequel il attribuait en fait cette recrudescence de la culture dans nos civilisations comme finalement la peur, l'incertitude d'être soi-même capable de créer des choses dignes d'intérêt pour les cultures qui nous suivront. Il dit si nos contemporains accumulent tant de valeurs esthétiques créées par les cultures dans le passé, c'est qu'ils se sentent incertains d'être capables même de créer de telles valeurs esthétiques pour l'avenir. Oui, c'est un peu le problème entre la conservation et la création. Est-ce que, Diane Dufour, vous avez envie de réagir tout de suite, vous qui êtes beaucoup axée sur la création contemporaine aussi? Alors, donc moi je fais partie de la jeune génération de lieux, puisqu'on a ouvert le bal il y a moins de 10 ans. Le bal a ouvert en 2010. Ça n'est pas un musée, puisque nous n'avons pas de collection. C'est un lieu qui a été conçu comme une plateforme, donc qui ne répond pas exactement à, je pense, la définition qui est inclus dans votre question. C'est un lieu de confrontation effectivement entre la création contemporaine et puis des choses qui appartiennent à l'histoire de la photographie, du cinéma et de la vidéo, puisque c'est les trois médiums que nous mettons en valeur, et qui est un lieu très tourné vers un territoire qui est ce nord de Paris, Paris et au-delà du périphérique, et donc sur lequel nous opérons, que nous arpentons avec cette fameuse fabrique du regard. Donc qui est un lieu qui a été conçu comme un lieu pour penser les formes visuelles en relation avec le monde contemporain. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup moins
patrimonial peut-être que ce que voulait évoquer Lévi-Strauss. Moi, je ne crois pas, si vous voulez, à quelque chose qui soit une sorte de légitimité en réaction ou une sorte de complexe que nous aurions aujourd'hui. Donc, il faudrait des musées pour compenser la création. Je ne crois pas beaucoup à ça. Enfin, non, je ne crois pas du tout même à ça. Je pense que les créateurs d'aujourd'hui sont des gens qui s'appuient évidemment, mais comme j'allais dire de tout temps, sur ce qui a été fait, sur l'héritage qu'ils ont reçu, que l'héritage d'un créateur au XXIe siècle, vis-à-vis notamment de tout ce qui s'est passé dans les années 60-70, puis après dans les années 80, est très très important. Je pense que c'est effectivement créé aujourd'hui sans faire référence à cette période précisément qui a été peut-être une des plus fécondes, je pense, en invention de forme. Voilà, c'est évidemment quelque chose de très important. Mais je pense que ce qui est avant tout important, c'est que la création est si vous voulez, ce qui me paraît en jeu, c'est le rapport d'un créateur avec les tensions qui sont manifestes dans le monde contemporain et comment met-il en jeu ces tensions dans son art. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, j'ai du mal à parler en général. Peut-être que Lévi-Strauss avait une vue beaucoup plus en surplomb que la mienne, indéniablement. La mienne est vraiment une vision, si vous voulez, d'un art qui serait traversé par des enjeux politiques et ces enjeux politiques, pour qu'ils puissent être vraiment dépassés par la création, font l'objet de la création d'une forme. Voilà, une forme doit être créée pour dire le monde. Et alors, si vous voulez, ça, c'est à la fois recevoir en héritage des choses et c'est à la fois s'en affranchir. Alors après, vous parlez plutôt de la création de musées comme votre question touche aussi à l'économie culturelle. C'est-à-dire que les musées sont créés par des entités qui s'appellent des villes, des régions, des États. Bon, là, ça touche une autre question qui est la légitimité pour un lieu, une ville, d'avoir un musée prestigieux, des beaux-arts, d'art contemporain. Voilà, là, on touche à une question qui est plus de l'ordre de l'économie culturelle et de la politique. Et évidemment de la politique ou de la mise en valeur de lieux. Les musées aujourd'hui sont éminemment des lieux de mise en valeur d'une action politique, de mise en valeur d'un territoire, de mise en valeur d'une économie. Hein. Moi, dans mon domaine qui est la photographie, Paris est la capitale mondiale de la photographie, par exemple. C'est intéressant. Ce n'était pas forcément le cas quand j'ai démarré dans les années 80, mais aujourd'hui, Paris est la capitale de la photographie, pas forcément du marché, mais la capitale en termes de nombre d'institutions, en termes de critiques, de commissaires, en termes de qualité des expositions, en termes d'écoles, en termes de formation, en termes de... Voilà. Et donc, j'ai l'impression que je réponds que très, très partiellement à votre question. Fabrice Mousseau, comment est-ce que vous voyez ce conflit auquel faisait allusion Lévi-Strauss entre justement la création d'un côté, le patrimoine de l'autre? Ça m'inspire de plusieurs réflexions. La première, c'est que nous sommes à un moment unique de l'histoire de l'humanité, puisqu'il n'y a jamais eu autant de lieux de culture, qu'ils soient patrimoniaux ou qu'ils soient vivants, dans le monde. C'est dû vraisemblablement à un double phénomène qui est né de, la globalisation. Le nombre de musées, l'année dernière, la Chine a édifié 350 musées dans l'année. Le deuxième élément, outre la globalisation, c'est évidemment le développement de ce qu'on appelait les pays en voie de développement. Donc il y a aujourd'hui un élément aussi très fort d'esthétisation de tous les éléments de la société. Rendez-vous compte aujourd'hui que l'art est partout, il est dans les supermarchés, il est dans les aéroports, dans tous les éléments de société. C'est un phénomène mondial considérable. En dépit du terrorisme, en dépit des dictatures, jamais la présence de la culture et de l'art n'a été aussi importante dans l'histoire de l'humanité. C'est absolument remarquable et c'est en train de transformer
les esprits et les sociétés en profondeur. La relation entre le patrimoine et la création, elle appelle aussi ce carrefour très important auquel on est au moment de notre histoire. J'ai toujours été convaincu que le moment donné où une société consacrait davantage d'argent au patrimoine plutôt qu'à la création était un moment de bascule et de danger considérable. On est à ce moment, pour plusieurs éléments, ne serait-ce que par la naissance de ce monde numérique, comme l'annonçait Hannah Arendt avant la Seconde Guerre mondiale, chaque jour qui passe, on en sait davantage sur notre passé, on est de plus en plus obsédé par notre avenir et on contraint notre présent. Ce phénomène, on le ressent, chaque individu peut le ressentir. Et dites-vous que la mémoire numérique et les recherches font qu'on est chaque jour, on a le poids du passé qui est de plus en plus grand. Donc, ce carrefour où nous sommes entre le patrimoine et la création, les décennies, le siècle à venir va être fondamental. Comment préserver notre patrimoine, comment le valoriser, continuer à le découvrir, tout en n'obstruant pas la création, tout en faisant, en développant, en continuant à faire ce qu'est l'histoire de l'humanité, que la création prime sur le patrimoine. C'est un débat qui va être crucial dans les années à venir, j'en suis certain. Comment avez-vous vécu, Jérôme Clément, ce conflit entre la conservation et la création dans les institutions dans lesquelles vous avez travaillé, que vous avez dirigées? Est-ce qu'il a existé ou est-ce que ça ne vous a pas touché particulièrement? Si, bien sûr, je crois que c'est un problème tout à fait fondamental, comme ça vient d'être dit. Je pense que quand Lévi-Strauss était quand même ethnologue, il observait les civilisations indiennes, les cultures indiennes qui étaient menacées, et il a vu avant tout le monde d'ailleurs les menaces qui pesaient sur la planète, les menaces écologiques, etc. Donc il faut resituer ce qu'il a écrit dans son contexte historique et dans sa pensée, dans sa formation d'ethnologue et d'anthropologue. Moi je pense que la création, elle, comme ça a été dit tout à l'heure, elle traduit la façon dont les artistes sentent les tensions de la société. Et à ce titre, moi je l'ai observé effectivement dans les différentes fonctions que j'ai exercées, mais en particulier à Arte, la place à laisser à la création, elle est absolument indispensable parce qu'elle reflète les tensions du monde d'aujourd'hui et la façon dont les cinéastes, les écrivains, les peintres, les plasticiens, les vidéastes ressentent les choses. C'est pas du tout contradictoire avec le fait que le patrimoine et l'histoire doit être pris en compte. On est héritier de cette longue histoire. Et il n'y a aucun créateur aujourd'hui, ou peu en tout cas, qui ne sont pas imprégnés par ce qu'ils ont eu. Dans toute l'histoire d'ailleurs de l'art, on a toujours vu les artistes aller voir ce que faisaient les anciens. C'est moins systématique aujourd'hui, puisqu'on va moins à Rome, ou on va moins dans les grandes capitales, etc. C'est vrai que le numérique aussi change beaucoup les relations entre tous les modes de création. Mais je ne crois pas du tout qu'on doit opposer l'un à l'autre. On a besoin et de l'un et de l'autre. Et moi, j'ai toujours vu que mettre en scène les grandes œuvres du répertoire, quand il s'agit d'un théâtre, ou montrer ce qui a été fait dans la peinture ou dans l'art, n'est pas du tout contradictoire avec la création contemporaine. Au contraire, l'un se nourrit de l'autre. Et vous, Laurence, dont le titre officiel est conservateur général du patrimoine, dans quelle mesure est-ce que vous créez du patrimoine? Mon sort est réglé, donc voilà. Non, moi je rejoins tout à fait Jérôme sur cette question. Je n'oppose absolument pas les deux. Je pense qu'il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. On parle de la même chose. Et moi, j'ai la chance d'être en charge d'une exceptionnelle collection publique qui touche la jeunesse de la modernité. En gros, entre 1850 et la Seconde Guerre mondiale, si on ajoute avec le magnifique ajout de l'Orangerie, elle est à Orsay aujourd'hui. Et ce que je vois, c'est la passion, bien sûr, que le grand public peut avoir pour ses œuvres et le magnétisme
absolue d'un artiste comme Van Gogh, comme Monet, qui voilà, on vient à Orsay comme on vient suivre un culte aussi. Hein, c'est une nouvelle forme de sacré aussi. Hein, le musée, là on peut en parler, mais il y a des transferts quand même très importants qui se sont faits de ce point de vue-là. Et en même temps, ce que je vois, c'est la présence des créateurs d'aujourd'hui. D'ailleurs, je vais dans les mois qui viennent les accueillir à nouveau beaucoup à Orsay et à l'Orangerie, parce que un musée qui ne sait pas accueillir les artistes d'aujourd'hui est un musée un peu mort. Nous avons besoin en permanence de la réactivation, en quelque sorte, des œuvres par le regard des artistes contemporains et de cette relecture. Donc pour moi, au fond, on parle de la même chose. On parle fondamentalement de la même chose. Et j'ajouterais aussi que Lévi-Strauss, quand même, avait peut-être manqué un tout petit peu quelque chose, qui est l'évolution profonde de l'institution muséale depuis 40 ans. Enfin, je ne fais pas le même métier que mes prédécesseurs, soyons très clairs là-dessus. Nous ne sommes pas des lieux de conservation. Nous sommes des forums. Ça me paraît très important. Nous sommes des lieux ouverts, je l'espère, le plus possible et de plus en plus au débat, à toute forme aussi de création. Pour Orsay, on va faire un énorme effort sur la question du spectacle vivant, par exemple, en la présence même, non seulement à l'auditorium, mais dans les salles du musée, parce que c'est un complément absolument indispensable. Quand vous programmez une exposition Picasso bleu et rose, vous avez aussi envie de parler du monde des bohémiens, du cirque, des saltimbanques, et vous avez envie de le montrer en même temps que l'exposition. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce dont a envie le public. Il ne veut plus de ce cloisonnement. Il a raison. Et il a raison. Il a profondément raison. Ces lieux sont polyphoniques. Ils sont fondamentalement polyphoniques aujourd'hui. Donc c'est une vision, je pense que Lévi-Strauss a une vision quand même un peu figée des choses. Et le musée aujourd'hui, c'est pas du tout le Louvre d'il y a 45 ans. Enfin bon, pardon, mais voilà, ça a beaucoup bougé. Vous dites Orsay, un lieu de culte. Oui, parmi d'autres. Mais L'Égyptomania, qui est ancienne, c'est également un lieu de culte. Je ne vous donnerai pas ce que vous espérez. Non, absolument pas. Je voudrais moi aussi remettre un petit peu peut-être les choses au point du côté de Claude Lévi-Strauss. C'est le regard de l'ethnologue. Claude Lévi-Strauss travaillait sur des cultures qui n'avaient pas de référent allogène. Donc de toute façon, je crois que là c'est un faux débat. En fait, le référent culturel, s'il n'y avait pas de référent culturel, il n'y aurait pas, par exemple, des copies de statues praxiteliennes, qui sont considérées comme étant de l'art, et même un art qui est à son sommet, et qui pourtant ne sont qu'un remâchage d'une inspiration ancienne. Évidemment, si l'égyptologue ne vous parle pas du style Retour d'Égypte, vous serez déçu. Bon, le style Retour d'Égypte a marqué profondément les débuts du XIXe siècle, et il est un retour à des sources qui sont totalement allogènes. Ça n'a strictement rien à voir. On est en plein exotisme, dans le courant de mouvements d'exotisme du 19e, mais ça, c'est une autre histoire, je ne vais pas vous faire un cours, je vous ennuierai. Bon. Les Égyptiens eux-mêmes songeaient à la réaction qu'avaient les Grecs ou les Romains face à la civilisation égyptienne. Hadrien et Antinoüs. Hadrien, pour des raisons que je n'ai pas à développer ici, introduit des cultes égyptisants à Rome, et en particulier dans la villa qu'il fait construire à Tivoli. Il fait toute une série d'installations égyptiennes. Bon. Et il fait créer des statues. Ces statues, je pense aux statues d'Antinoüs qui sont au musée grégorien, par exemple. Ces statues qu'il fait créer sont des statues à l'égyptienne. Quand un égyptologue les voit, il hurle de rire. Elles sont caricaturales. Eh bien, au XIXe, le temps ayant passé, la situation pharaonique ayant été oubliée, elles étaient considérées comme des statues égyptiennes. Donc vous voyez, le référent, vous ne pourrez pas vous en séparer. Ce que l'on peut souhaiter, c'est que l'on soit à même de faire vivre la culture. Et pour la faire vivre, pardonnez à l'historien que je suis, il faut l'assimiler, il faut la remâcher. Et il faut recréer à partir de ce qu'on a intégré, de la culture que l'on a étudiée. Et croyez-moi, c'est un long chemin. Cher Cassien, vous voyez votre question aller au cœur même de notre sujet. Je vous pose maintenant la question à vous et à vos camarades. Qu'est-ce qui vous a manqué dans ces différentes réponses? Voulez-vous revenir à la charge en quelque sorte? Eh bien, simplement, je crois qu'il y a un aspect de ce que dit Lévi-Strauss qui n'a peut-être pas été abordé,
c'est que vous l'avez dit très justement, il s'agit d'un ethnologue qui parle, d'un observateur de culture, de civilisation. Or, il a bien constaté dans ses voyages en Amérique la destruction totale des civilisations précolombiennes, enfin pas précolombiennes, ce qu'il en restait, par la culture, la sous-culture marchande, importée et globalisée. C'est pourquoi il en a déduit que si une culture qui ne se regarde que le nombril et qui ne fait, en plus de conserver ces vieilles antiquités, que admirer et également accumuler les antiquités des autres, cette culture-là, pense-t-il, est en voie de disparition et est en voie de mort, tout simplement. Oui, un ethnologue obsédé par la mort de certaines civilisations, d'une part, et d'autre part, un ethnologue qui pensait que ce qui était importé d'une autre civilisation pouvait difficilement revivre, puisque l'environnement manquait. Je crois que la deuxième question pourrait être celle de Simon Revel, parce qu'elle continue parfaitement sur la même lancée. Du coup, vous avez partiellement répondu en fait à ma question. C'était sur le rôle des musées et en fait sur est-ce que les musées doivent réagir à des tendances contemporaines. Est-ce qu'ils ont un rôle de passeurs et de témoins de telle ou telle culture, ou au contraire, est-ce qu'ils doivent prendre position face à des mutations de la société et à la nouvelle création? Non, votre question n'est pas vidée déjà de son sens, parce que c'est un grand débat qui est relativement ancien et qui a commencé lorsqu'on a demandé à des artistes contemporains de refaire tel plafond du Louvre ou tel plafond de l'Opéra, qui en elle-même est une œuvre d'art, si l'on veut. Et il y a aujourd'hui encore de bons esprits qui estiment que sous le plafond de Chagall, il y en a un autre qui mériterait tout aussi bien d'être regardé. Voilà. Donc, peut-être que c'est à Laurence que nous pouvons nous adresser. Est-ce que vous voulez céder à la manie qu'ont certains de vos collègues d'inviter systématiquement des artistes contemporains pour orner l'entrée de votre musée? Mais je crois qu'on se trompe de débat. Le musée est contemporain par nature. Il est contemporain, il réagit forcément à l'époque, même son architecture, la façon dont il est construit. Il signera à un moment, un moment de l'histoire, un moment de l'histoire du goût. Il se transforme forcément au fil des accrochages, des choix de ses responsables. Et ne nous trompons pas, nous regardons toujours l'art du passé par le biais du contemporain. Et notre regard est constamment informé. S'il est informé par quelque chose, c'est bien par la création contemporaine. Nous regardons aujourd'hui avec la sensibilité de personnes de 2018, des œuvres d'art qui ont été créées en 1860. Donc le musée est contemporain, et s'il ne l'est pas, c'est assez embêtant. C'est-à-dire là, on a vraiment un très très gros problème conceptuel. Donc après, si vous voulez, la question de l'art contemporain. Alors l'art contemporain, c'est presque un genre en soi maintenant. Je sais pas, c'est plutôt à Fabrice de répondre à ça, mais moi, c'est pas tellement ma question, parce qu'effectivement, elle a été très usée, très rendue polémique de façon souvent très artificielle et inutilement, à mon avis, peut-être pour mieux éluder la vraie question, qui est que un musée aujourd'hui doit effectivement doit être sensible à ce qui se passe dans la société. Il réagit forcément à ce qui se passe dans la société. Il doit, à mon avis, accueillir non seulement des créateurs et des plasticiens, mais aussi des penseurs, des écrivains, des poètes, des chorégraphes. Je veux dire, c'est pas simplement une question de l'art contemporain dans un sens un peu... je vois vers quels exemples on va nous tirer, Versailles, etc. Mais oui, le mot de Versailles la est dans votre question. La question est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profonde que ça, pour moi. Elle est beaucoup plus profonde, c'est-à-dire que nous nous occupons à Orsay, à l'Orangerie, de collections qui sont relativement anciennes. Enfin, évidemment, ça reste évidemment... On n'est pas à l'échelle archéologique, bien entendu. Mais pour autant... ces collections sont visitées par des hommes et des femmes d'aujourd'hui et des enfants qui feront des visiteurs de demain.
Donc c'est à nous de penser à notre public, à sa sensibilité, à ce qu'il a envie de retrouver au musée, quels outils lui sont nécessaires pour comprendre aujourd'hui ces collections qui ne sont pas toujours d'un accès immédiat. Là, il y a un très très gros enjeu sur la question du public. Et moi, j'entends qu'on remette à Orsay-Orangerie la préoccupation du public au centre de notre métier, de notre mission. Et la question de la sensibilité contemporaine passe par ça. Elle passe évidemment par ça. Parce que si vous voulez vous adresser et transmettre justement l'histoire de l'impressionnisme, pour prendre quelque chose de très cliché pour Orsay, à des générations qui n'ont absolument plus les mêmes clés de compréhension de contexte littéraire, historique, poétique, tout ce que vous voudrez, vous passerez de toute manière par le contemporain, d'une manière ou d'une autre. Et d'autre part, je pense que le musée peut être un lieu où se posent régulièrement des questions par le biais, par exemple, de grandes expositions. C'est ce qu'on va tenter avec Orsay. Je vous donne 2 exemples de thématiques qui seront traitées l'année prochaine et dans 2 ans à Orsay. Une grande exposition au printemps 19 sur le modèle noir dans la peinture française de Géricault à Matisse. Première fois qu'un musée de beaux-arts s'attelle à montrer cette question qui est non vue, qui est un des plus grands non-vus et des non-dits de l'histoire de l'art occidental. Donc c'est sans doute une exposition, je ne sais pas, qui fera peut-être un peu polémique, je n'en sais rien, c'est pas pour ça qu'on l'a fait, c'est parce qu'elle m'apparaît comme une nécessité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit changer aussi par moment les paramètres de notre regard et se poser la question du regard et de la représentation. Si on ne se pose pas la question du regard et de la représentation au musée, je ne sais pas où on se la pose. Deuxième exemple, nous programmerons dans 2 ans, 2 ans et demi, une grande exposition sur Darwin et les arts visuels. Bon, 2 sujets qui s'inscrivent dans la thématique historique d'Orsay, mais qui pour autant vont résonner avec des questions éminemment contemporaines, des questions sociétales, des questions extrêmement contemporaines et extrêmement sensibles aussi. Je pense qu'un musée doit pouvoir s'emparer de ce type de questions régulièrement et que c'est extrêmement important, extrêmement important. Oui, puisque le mot de Versailles est dans votre question, et comme vous êtes poli, vous n'avez pas voulu mettre les pieds dans le plat, donc je le fais à votre place. Quid de Jeff Koons à Versailles, puisque c'était ça, au fond, l'origine d'une des polémiques. En ce qui me concerne, aucun problème. Pardon ? Aucun problème en ce qui me concerne. Oui, mais aucun problème. On va demander aussi... Au contraire. La question, on va demander... Oui, nous sommes d'accord, mais nous avons un ami commun qui n'est pas du tout de notre avis, n'est-ce pas ? Et qui est pourtant un très grand historien d'art et un académicien. Et qu'est-ce qu'en pense Fabrice Bousteau ? Le premier point, c'est que j'ai toujours détesté ce terme de conservateur pour les musées. Je pense que Laurent, c'est l'expression même de quelqu'un qui est plutôt un activateur. Et je pense que le rôle d'un musée, c'est en permanence l'action par rapport au présent, parce que c'est repenser le passé, et le passé au regard de la période contemporaine. Le deuxième point qui est très important pour moi, c'est que moi qui ai une formation philosophique très hegelienne, et qui est très longtemps été très marquée par la pensée de Marcel Duchamp, progressivement, d'année en année, et sans doute du fait de ce qu'on vient de vivre au cours des 15 dernières années et qui est en cours, la globalisation, j'ai abandonné toute idée selon laquelle il puisse y avoir un progrès en art. Oui, j'allais dire, Duchamp n'était pas tellement hegelien quand même. Il n'était pas hegelien, mais justement, je faisais cette relation, puisque je pense que la pensée, elle fonctionne par des éléments paradoxaux et contradictoires. Elle se nourrit de ces paradoxes. Et donc, ma relation à Duchamp, qui a toujours été très forte dans ma conception de l'art d'aujourd'hui plutôt que l'art contemporain, aux effets de la globalisation, aux effets de la culture contemporaine mondiale, bien, je n'arrête pas de voir des très jeunes artistes qui font des formes identiques, si je prends l'exemple du design, à celle de la céramique japonaise du IIe siècle. J'ai le sentiment qu'il y a énormément d'allers et de retours. On ne connaît pas la peinture antique réellement, on n'en a pas de traces. Je pense qu'on va en permanence découvrir la modernité, la contemporanéité du passé. Et en permanence, on se rend compte que des artistes parfois
sans culture, sans bagage culturel, sans éducation, comme on l'a vu par exemple sur des grands artistes indiens qui, par exemple, l'un d'entre eux va être célébré juste à côté de chez vous, c'est-à-dire à la Monnaie de Paris. Il s'agit de Subodh Gupta. Subodh Gupta qui est né dans sans doute une des régions les plus pauvres d'Inde, le Bihar, qui n'a pas reçu d'éducation en tant que tel, qui aujourd'hui est un intellectuel, qui a appris progressivement. Eh bien, cet artiste a sans doute pour moi créé un des artistes les plus importants. On l'appelle, pour suivre votre question, une sorte de Jeff Koons indien. Eh bien, Subodh Gupta, pour vous donner un exemple, il a créé pour moi ce qui est la définition même de ce que c'est qu'une œuvre d'art. Imaginez, Subodh Gupta travaille beaucoup avec quelque chose qu'on appelle l'inox, qui est le matériau utilisé par 80% de la classe indienne parce qu'il est facilement lavable et très sain. Eh bien, imaginez un verre en inox. Ce verre, Subodh Gupta le remplit d'eau jusqu'à ras-bord. Vous allez me dire, ce n'est qu'un verre d'eau. Eh bien non. Parce que lorsqu'on prend ce verre en inox rempli jusqu'à ras-bord, le rapport de l'eau et de l'inox fait que ce verre d'eau devient une sculpture. Et qu'on est à 10 cm en train de se dire, mais c'est un objet magnifique. Eh bien l'art, c'est ça, cette capacité des artistes toujours d'inventer des formes et des pensées différentes. Donc ce rapport entre la contemporanéité et le passé, il doit être permanent, comme il l'était chez nos ancêtres. Jeff Koons à Versailles, c'est évidemment rappeler que Versailles a été un des plus grands centres de création contemporaine au monde, les plus innovants, en faisant appel aux plus jeunes artistes, les plus novateurs, qu'ils soient dans le domaine de la gastronomie, dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de l'art. Donc, il n'y a pas de débat pour moi sur Jeff Koons à Versailles. Il y a juste l'emprise de minuscules associations qui utilisent le droit pour apparaître. Il y a juste la tentation des replis, des dictatures, de la pensée molle et froide et de la bêtise. C'est juste ce débat. Laurence Descartes a mis en avant la difficulté de la médiation, l'éducation. Comment est-ce que le public ou les publics accèdent aux œuvres d'art? Il y a deux questions au moins qui soulèvent cette question, car vous êtes à la tête d'une revue, vous avez dirigé une chaîne de télévision, vous dirigez un musée, vous dirigez des fouilles, vous avez Bâle, mais il y a d'autres moyens d'accéder à la culture et j'aurais voulu les ramasser. Les questions de Carolina Dicenta et de Quentin Sagot font appel à cette autre forme de la connaissance. Peut-être que, Carolina, vous pouvez poser la vôtre, et ensuite, Quentin, la sienne. Et on va essayer de regrouper d'éventuelles réponses. Avec plaisir. Bonjour. J'ai une question sur la désintermédiation. De plus en plus via le numérique. Il faut parler plus lentement. Lentement. Voilà. Parfait. De plus en plus, avec le numérique, les créateurs sont mis en relation avec les utilisateurs. Par exemple, avec Airbnb, les locataires ils sont directement mis en relation avec des propriétaires. Finalement, d'une certaine manière, bien sûr, ce n'est pas le seul rôle d'un musée, mais un musée est un intermédiaire entre les artistes et les visiteurs. Pensez-vous qu'avec le numérique, le rôle des musées puisse s'amoindrir? Et puis, la question complémentaire de Quentin. Donc, pas grand-chose à ajouter de mon côté, si ce n'est pour vous qui représentez effectivement des moyens de communication de cette culture qu'implique la présence, l'avènement qu'on a vu depuis 2004 de géants de communication que sont YouTube, WeChat en Chine ou alors même Instagram de manière plus banale. On va peut-être te demander à l'égyptologue qui est le plus éloigné, mais faussement éloigné de la question, car les nouvelles technologies, c'est quelque chose. Je vous le fais comment? Sur WhatsApp? Non, je retiendrai une chose qui est le thème de la médiation. Nous avons beaucoup parlé d'art du 19e, d'art contemporain. Moi, je représente des cultures qui ont besoin de médiateurs.
Sauf si vous connaissez les hiéroglyphes, vous avez besoin que quelqu'un vous explique comment ça marche. Donc il y a tout un travail qui est celui du chercheur, en fait, qui fait sortir les éléments, qui les met en forme et qui les transmet. Et les conservateurs, il faut bien que quelqu'un les conserve, ces œuvres d'art, eh bien, on recourt justement au discours que nous pouvons produire, nous, pour rendre perceptible, autrement que d'une façon purement esthétique, des œuvres qui ont un sens. Car c'est aussi un point sur lequel il faut insister, c'est que l'art égyptien, par exemple, est un art utilitaire. C'est un art qui a toujours une raison d'être, qui n'est pas forcément plastique ou esthétique. Il peut être esthétique si c'est conforme aux objectifs visés, il peut aussi être très moche. Bon. Donc le grand émoi esthétique que l'on peut avoir devant une œuvre égyptienne, il vient généralement d'un sentiment d'exotisme, d'un sentiment d'étranger, d'inconnu, de merveilleux. Bref, il est plutôt un fantasme que vous projetez qu'un jugement esthétique propre. À telle enseigne que les égyptologues eux-mêmes ont beaucoup eu de mal à développer des écoles d'histoire de l'art égyptien. Il y en a extrêmement peu. Les grands spécialistes, ce sont de nos collègues belges. Mais en France, il y en a eu extrêmement peu. Parce que, justement, entre esthétisme et définition plus technique de l'art, personne n'y trouvait son compte. Je ferme ma parenthèse et j'en viens à votre question sur les médias numériques et les moyens numériques. Pour les musées, je vais laisser mes charmantes consoeurs en parler. Ça a un impact qui ne vous paraît peut-être pas sur la recherche. C'est-à-dire qu'il y a une diffusion des outils de la recherche qui ne fait que s'accélérer ces 10 dernières années. À telle enseigne que l'on peut avoir, pour vous donner une idée, des fonds de bibliothèque, des fonds documentaires très riches, comme celui dont je m'occupe au Collège de France, ont à peu près 30 000 titres. Ma bibliothèque numérique personnelle en comporte plus de 50 000. Donc il y a là un moyen totalement différent d'accéder à la connaissance, d'instrumenter la connaissance, puis de la diffuser. J'ai une petite maison d'édition qui fait de l'édition papier pour faire plaisir à quelques-uns et uniquement numérique. Donc toutes les fouilles françaises dont nous nous occupons actuellement, à 80% sont publiées de façon dématérialisée. Ça, c'est aujourd'hui. Dans 10 ans, ce sera le lot absolument commun. Est-ce que cela va avoir un impact sur les musées? Est-ce que cela va interdire la fréquentation des musées? Personnellement, je ne le pense pas, parce qu'il y a un contact avec l'œuvre d'art. J'ai été un des adeptes du musée imaginaire de Malraux. C'est magnifique, mais vous n'avez pas l'œuvre d'art. Et il y a un moment, il faut avoir ce contact avec l'œuvre d'art. Mais j'arrête, ce n'est plus mon propos. Voilà. Et comment se pose le problème pour Jérôme Clément? Mais en fait, ça me ramène à la question que nous nous sommes posée quand je me suis attelé à la tâche de la création d'Arte. C'était l'idée qu'on pouvait utiliser la télévision pour l'éducation et l'apprentissage culturel. C'était de faire une télévision culturelle. C'est utiliser un média comme un moyen, un média, donc une médiation, et d'utiliser cet outil qui était conçu uniquement pour le divertissement et les transmissions sportives pour l'apprentissage culturel. Bon, c'était pas gagné, c'était pas évident, surtout avec 2 pays, mais finalement ça a marché. Donc c'était déjà l'idée, qui maintenant se développe énormément avec le numérique, qu'on pouvait utiliser cette médiation de l'image pour donner le plus grand possible d'accès à la culture. Et donc ça pose la question de la médiation, effectivement, qui aujourd'hui se développe avec les plateformes qui sont finalement une mise en commun de production d'images qui donne accès elles-mêmes, grâce au numérique, à des œuvres d'art. Rien ne remplace évidemment la rencontre directe. Et là, sur ce point, Malraux, qui lui était contre la médiation et qui disait toujours c'est le contact direct entre l'œuvre d'art et la personne qui permet l'émotion culturelle et l'apprentissage culturel. Mais la médiation, elle sert à donner envie d'aller voir les œuvres d'art. Elle sert à apprendre intellectuellement, à avoir cette connaissance de base qui ensuite donne envie d'aller dans un musée, d'aller au théâtre, etc., etc. Donc je crois que le numérique a démultiplié cette capacité qu'on avait commencé à développer avec Arte et qui maintenant ouvre des possibilités absolument infinies. Et sur le plan de la démocratisation culturelle, sur le plan de l'accès, sur le plan de l'apprentissage, évidemment, c'est maintenant une somme de possibilités absolument formidable. Donc,
bienvenue, quoi. C'est une très bonne chose. Il faut l'utiliser, non pas pour remplacer, mais pour donner envie de... Oui, parce que finalement, nous ne sommes plus dans le musée imaginaire, nous sommes dans le musée virtuel, en quelque sorte, et se pose évidemment le problème du statut de l'original. Je me suis toujours demandé pourquoi le Louvre dépensait des millions et des millions pour sécuriser la Mona Lisa, qu'on ne peut pas voir à plus de 6 mètres. Je défie quiconque dans cette salle de faire la distinction entre l'original et une bonne copie. Oui. Je voudrais réagir. Votre intervention me fait réagir sur un point, sur le numérique. J'ai conçu une exposition à la Fondation EDF qui s'est achevée il y a 15 jours, qui s'appelait « La belle vie numérique », point d'exclamation, de manière ironique, où je présentais un tableau de Rembrandt réalisé en 2016. C'est-à-dire un tableau réalisé par Microsoft avec énormément d'historiens d'art et de mathématiciens, avec la complicité des 2 musées Rembrandt existants. Entre guillemets, pour faire court, ils ont scanné les portraits que l'on connaît et qui existent de Rembrandt. Ils ont scanné donc à la fois les portraits, la forme des portraits, des vêtements, la texture de la peinture. En gros, on a scanné une partie de la création de Rembrandt. À partir d'algorithmes, on a réussi à réaliser le portrait qu'aurait fait Rembrandt 2 jours après sa mort. C'est-à-dire pas le portrait qu'il aurait fait vraiment en 2016, parce que la société a changé, on ne porte plus les mêmes vêtements. Et ce portrait a été imprimé, réalisé en impression, en nouvel type d'imprimante 3D. C'est très troublant, parce qu'on a réellement l'impression d'un portrait de Rembrandt, et lorsqu'on est à peu près 1 mètre, on a l'impression d'une vraie peinture. Très près, on se rend compte qu'il y manque la matière, mais on a les faits. Ça montre les possibilités du numérique, à terme, qui vont être colossales. J'ai une théorie là-dessus. On pourra imaginer de la même manière que Chanel, Coco Chanel est devenu éternel, Yves Saint Laurent aussi, en ayant créé des avatars qui sont des avatars humains, des designers qui reprennent le style Karl Lagerfeld pour Chanel. Mais on peut tout à fait imaginer qu'avec l'ordinateur quantique, qui existe déjà, mais qui va se développer dans les 15 ans à venir, on pourra scanner l'œuvre entre guillemets de Picasso, qui est absolument gigantesque, et imaginez qu'on scannera également les évolutions de société, et que peut-être que votre petit-fils, votre arrière-petit-fils dira « Pépé, je préfère davantage Picasso 2050 version subatomique que Picasso 1917 ». Voilà, ça c'était une information. Et pour les très courts sur aussi le rapport entre le musée et le numérique, il y a une initiative qui est en train de faire énormément de petits en ce moment, qui est très importante, qui a été inaugurée il y a quelques mois au Mureau en banlieue parisienne, qui est à l'initiative de Didier Fusilier, le président de la Villette, qui a créé des microfolies. Qu'est-ce que c'est? Ça reprend les architectures de Tchoumi à la Villette. Dans les lieux les plus défavorisés, sont implantés des très grands écrans vidéo, où en collaboration avec le musée d'Orsay, avec le Louvre, avec le Centre Pompidou, on a accès à 500 chefs-d'œuvre du patrimoine français, présentés sur très grand écran avec une définition absolument remarquable. Il y a un échec profond de la démocratisation de la culture. L'augmentation des musées, on le sait, profite aux classes déjà favorisées. C'est un moyen pour lutter contre la démocratisation. 2 chiffres. 75% des gens qui sont allés dans ces microfolies et qui ont eu accès à ces œuvres n'avaient jamais été dans un musée de leur vie. 72% de ces mêmes individus veulent aller dans un musée pour aller voir réellement les œuvres. Et les initiatives sont en cours, avec des bus qui sont mis à disposition. Ces enfants qui ne sortent jamais de leur quartier, eh bien là, veulent aller voir les œuvres. Le numérique, c'est le possible, et ça représente également des dangers, comme toute l'évolution de la société, donc il faut aller en avant, en marche. Merci. Oui, allez-y. Alors nous, ça marche? Oui. Alors nous, on a fait le mouvement inverse. On est d'abord allé en zone d'éducation prioritaire pour former ces jeunes
à l'image, photographie, cinéma, vidéo. On les a emmenés voir les collections du Centre Pompidou, on les a emmenés au bal, on les a emmenés à l'agence Reuters, voir comment des images d'actualité étaient traitées, on les a emmenés comprendre, échanger avec l'architecte du Luxor au moment où le Luxor a été rénové. Et donc c'est par une confrontation directe aux œuvres qu'on a pu créer des choses avec eux et qu'on a pu toucher leur sensibilité et développer leur esprit critique. Fort de presque 10 années d'ateliers sur le terrain, on forme 2000 jeunes par an. On a créé une plateforme d'éducation à l'image qui s'appelle donc Ercilia et qui permet de mettre à disposition donc de tous, potentiellement 1,5 million d'enseignants et de jeunes, ce que les autres ont vu, ce que les autres ont fait, comment les autres ont réagi et comment des artistes ont pu créer avec eux à partir de ces réflexions. Donc ce chemin, il est intéressant s'il est alimenté par le terrain, s'il est alimenté par quelque chose qui est de l'ordre de la confrontation directe avec les œuvres. En fait, moi, je ne crois pas du tout à l'idée du numérique qui remplace ou qui voilà, est un ersatz de l'art. Voilà, j'ai eu aussi un autre exemple très intéressant. Quand j'ai créé le bal il y a 10 ans, donc on était en pleine explosion de la photographie sur Internet. Et les photographes et les éditeurs de livres de photographie venaient me voir en me disant mais donc ça y est, il n'y aura plus du tout de livres de photographie, les livres de photographes, les livres d'artistes, tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, on regardera des portfolios en ligne, on va créer des livres en ligne, etc. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant aujourd'hui de petites maisons d'édition indépendantes, de livres d'artistes publiés, de photographes qui éditent leurs livres avec des objets totalement novateurs et avec une réflexion sur l'objet livre. Et j'allais dire qu'au bal, on a l'expérience inverse, c'est que plus, par exemple, quand on a exposé Dirk Brackmann, qui vient d'être exposé aussi à la Biennale de Venise, puisqu'il a représenté la Belgique à la dernière Biennale, les gens étaient totalement bouleversés. Et quand on montre des photographies de Dirk Brackmann en ligne, ça ne produit aucun effet. Aucun effet. Les gens se disent ah oui, c'est très très sombre comme photographie, c'est vraiment on voit pas grand chose. Et c'est un peintre en photographie, mais qui ne peut s'apprécier réellement et dont la profondeur n'est vraiment ressentie que quand on est face aux œuvres. Et donc voilà. Donc je pense que le numérique, c'est quelque chose de potentiellement, c'est un levier formidable pour pouvoir démultiplier des choses, mais c'est presque un leurre. Moi, je dirais que c'est une menace presque aussi. Il y a aussi cet aspect-là. Il y a l'aspect potentiel, il y a l'aspect fantastique, il y a l'aspect médiation démultipliée, globalisation, etc. Mais je dirais qu'il y a un aspect de leurre. Je pense que, et par exemple, je vois tous les jours des photographes qui me disent mais moi, j'ai mis en ligne mes images, j'ai un public, j'ai été liké 325 000 fois, c'est un leurre. Il y a un leurre de la non-physicalité de l'art. Et qui est très, 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 très troublante. Très troublante. Il y a une chose aussi, Diane, que tu pourrais sans doute ajouter, que sans doute le public ne sait pas, mais c'est que, en moyenne, moi, c'est les artistes qui m'ont appris, la mémoire numérique disparaît de 30% sur un ordinateur, sans qu'on n'y fasse rien. C'est-à-dire que si vous prenez des photos en numérique, les gens pensent qu'ils ont pris leur bébé en photo, ils ont fait une vidéo de leur bébé en disant « Ah, il l'aura plus tard ». C'est pas du tout sûr. Alors que l'histoire de la photographie montre, aujourd'hui, qu'une photographie argentique, ça dure au moins plus d'un siècle. Donc voilà, ça c'est assez intéressant, ce rapport entre le numérique et l'argentique. Vous avez utilisé les mots de favoriser, défavoriser. Fabrice, tout à l'heure, vous avez dit que l'accès n'était pas le même pour tous, et ça me donne la transition pour les deux dernières questions qui sont un peu voisines et qui tournent autour de l'appropriation des objets culturels. Et j'aurais invité très volontiers Natalia Florencia d'abord et Sybille Belot ensuite à poser leurs questions qui justement tournent autour de cette appropriation des objets culturels. Natalia. Voilà, bonsoir. Aujourd'hui, donc, on parle beaucoup de ce phénomène d'appropriation culturelle
qui est un concept né aux États-Unis et qui constitue essentiellement l'appropriation d'éléments ou de traditions d'une culture par une autre culture dite dominante, dans une logique qui est souvent celle de prolongement de l'oppression coloniale. Et cependant, c'est un concept qui n'est pas souvent très traité en France. Donc ma question, c'est comment restituer la voix de ces artistes issus des cultures marginales ou minoritaires et qui ont leurs travaux appropriés? Et surtout, comment, dans une société qui est globalisée et dynamique, on peut avoir un art pluriel sans pour autant perpétuer cette logique d'exploitation des autres cultures? Alors, cela concerne les artistes contemporains, mais la même question se pose aussi pour les œuvres du passé. Sibylle. Bonsoir. Oui, tout à fait. Donc, j'aimerais vous poser une question qui est ancrée dans l'actualité en ce moment. Donc, il faut savoir que le 28 novembre dernier à Ouagadougou, Emmanuel Macron a affirmé qu'il était inacceptable qu'une large part du patrimoine culturel de plusieurs pays africains soit en France. Et pour encore plus ancrer cette question dans l'actualité, rappelons que le mois dernier, il a convoqué Bénédicte Savory, historienne d'art et membre du Collège de France, ainsi que... Oh, Savoie, pardon. Bénédicte Savoie. Autant pour moi. Ainsi que Felwine Sarr, c'est bien prononcé cette fois-ci, écrivain et universitaire sénégalais. Et ils doivent rendre un avis sur les moyens à mettre en place et les priorités sur cette question d'ici novembre prochain. Donc maintenant, dans quelle mesure pensez-vous qu'il soit possible que des œuvres d'art soient restituées à leur pays d'origine, alors que ces pays connaissent eux aussi de profondes mutations? Vaste question qui méritera à elle seule un colloque, mais on peut quand même peut-être essayer de donner des éléments de réponse. Oui, si vous voulez. C'est une bonne question, hein. C'est clair. C'est une question aussi à laquelle il est très difficile de répondre. Comme vous l'avez dit, il y a l'état des pays qui fait que parfois les œuvres d'art ne peuvent pas y revenir sans courir de très grands dangers. Prenez l'exemple de la Syrie, de l'Irak, il est évident qu'on se rend compte que la fragilité politique ou l'instabilité sociale qu'il peut y avoir met en péril des œuvres d'art. Donc la réponse que j'aurais tendance, moi qui ne suis pas conservateur, à donner, c'est oui, si les conditions s'y prêtent et si l'utilisation qui en est faite est une utilisation qui va dans le sens de la culture du pays. Ça, c'est un petit coup contre Abu Dhabi, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. C'est une chose. Alors maintenant, la question d'un néocolonialisme culturel et artistique, c'est une question qui est souvent mise en avant dans des pays qui ont eux-mêmes des difficultés à définir leur propre identité. On a, disons, dans des pays dont l'identité culturelle n'est pas aussi tranchée que celle de l'Égypte, par exemple. En Égypte, on n'accuse pas les étrangers qui viennent y travailler de vouloir s'approprier la culture pharaonique. Ça n'aurait pas grand sens, dans la mesure où cette culture est trop fortement attachée à la vallée du Nil pour pouvoir être exploitable ailleurs. Ça devient un peu plus subtil quand on remonte ce même Nil, et quand on va au Soudan, ou quand on va en Éthiopie. Et là, on s'aperçoit que les enjeux culturels sont tels que, sur le plan du pays lui-même, l'Éthiopie, 84 nationalités, cultures, ethnies différentes, c'est hyper compliqué. À l'intérieur des pays même, se pose la question, est-ce que les chrétiens ne sont pas en train de prendre la culture des animistes, etc. Là-dedans, nous n'avons pas beaucoup de rôle à jouer, parce que notre rôle n'est pas d'être un gendarme de la culture pour des pays qui ont à prendre eux-mêmes leurs propres décisions. J'évoquais tout à l'heure l'Amérique centrale. C'est la même chose. Il y a une grande utilisation idéologique qui est faite du passé précolombien. Mais il y a aussi une exploitation du passé hispanique qui est faite. Et souvent, les deux se retrouvent en conflit. Alors, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut rendre les œuvres d'art du passé colonial à ces pays pour qu'elles soient exploitées dans un sens qui n'est peut-être pas tout à fait celui que l'on souhaite, et vice-versa? Vous voyez, la question n'est pas aussi simple que d'une simple appropriation par des cultures qui n'ont aucun droit sur ce qu'elles s'approprient. Je dirais que ce qu'il faut encourager, c'est la connaissance, l'étude et la divulgation de ces cultures. Nous sommes en train, actuellement en France, d'essayer de promouvoir, je dirais même de reconstituer
une école de recherche sur les cultures précolombiennes qui n'existe plus depuis un demi-siècle à peu près. Parce que c'est aussi quelque chose que nous demandent les pays d'où émanent ces cultures. Bon, j'arrête là, comme vous dites. Oui, je crois que vous avez raison d'insister sur la différence qui existe, par exemple, entre l'Égypte et la Grèce. La sensibilité n'est pas la même. J'ai un ami qui dirige le British Museum. Il va faire l'année prochaine une exposition sur Rodin et la Grèce, et il n'est pas sûr de pouvoir la faire, tellement le sujet est sensible. Il ferait quelque chose d'analogue sur un artiste, enfin, disons Giacometti et l'Égypte. Il n'y aurait pas l'ombre d'un problème. Il n'y aurait pas grand-chose à dire non plus. Hein. Non, là, détrompez-vous, Giacometti était un grand amateur de revues d'art, et ce n'est pas un exemple imaginaire que je cite, mais une exposition qui a été faite par la Fondation Giacometti à Zurich, il y a 2 ou 3 ans. Cela étant, il ne s'est pas beaucoup inspiré de l'art égyptien. Non, les chars funéraires, enfin bref, on en rediscutera. Oui. Non, mais je crois, pour aller dans le sens de ce que vient de dire M. Grimal, il ne faut pas avoir une vision manichéenne, une réponse manichéenne à ces questions. Je crois qu'il ne faut surtout pas tomber dans la réponse « Ah oui, on a spolié, donc on rend ». C'est plus compliqué que ça. Il y a tout un tas de paramètres politiques, il y a une histoire qui s'est passée. Je crois qu'il faut trouver des nouvelles formes de coopération. Et bon, c'est un sujet très vaste sur lequel beaucoup de gens réfléchissent, donc je n'ai pas la prétention de le trancher comme ça. Mais simplement, pour donner une réponse partielle à votre question, voilà, c'est des sujets extrêmement complexes sur lesquels il faut inventer de nouvelles formes de coopération et de nouvelles formes de relations entre les pays d'où viennent les œuvres et les pays qui sont aujourd'hui dépositaires de ces œuvres, en tenant compte dans chaque cas de situations très particulières. Et il y a bien entendu des formules de prêt, des formules enfin, il faut inventer des nouvelles choses. Je pense qu'on ira d'ailleurs dans cette direction. Quant à la première partie de la question, sur la question des cultures minoritaires, on voit bien que c'est un sujet éminemment politique dans une société, de voir comment chacun peut s'y retrouver dans la représentation collective qu'on peut donner à telle ou telle minorité. Bon, alors on essaye de le faire, hein, c'est des sujets très, très, très sensibles, très délicats, qui dépendent à la fois de l'État, des régions, des collectivités locales, des médias, enfin il faut que tout le monde s'y mette, c'est une prise de conscience collective, et ça mérite de grands débats, si possible des passionnés, ce qui n'est pas facile. Est-ce que vous m'autorisez encore un mot? Je n'en ai pas parlé parce que ça ne m'est pas venu à l'esprit sur le moment, mais là, je parle des recherches françaises qui se font sur les autres cultures à l'étranger. Elles sont toutes assorties d'un volet de formation et de transfert de connaissances et d'implantation de filières et de structures qui permettent aux pays eux-mêmes de gérer ensuite leur propre culture. Et c'est dans les crédits maigres que nous donnons, c'est pour un tiers le filtre que nous employons. Donc c'est quelque chose à quoi nous sommes tous extrêmement attentifs. Merci beaucoup. Les organisateurs m'ont intimé l'ordre de respecter strictement l'horaire, et ce que je m'efforce de faire. Quelle culture, quel patrimoine pour les sociétés en mutation? Le titre était assorti d'un point d'interrogation. Ici, des femmes et des femmes de musée, des chercheurs, des responsables d'institutions culturelles vous ont donné quelques éléments de réponse, ont ouvert quelques pistes. Nous n'avons pas la prétention de donner une quelconque réponse et vous ne partirez pas avec des certitudes. Mais vous aurez constaté que les musées se sont transformés fondamentalement ces 20-30 dernières années, que les nouvelles technologies, à commencer par la télévision et tout ce qui s'en est suivi, ont totalement transformé la médiation culturelle, que la recherche fait des progrès, nous connaissons notre passé de plus en plus exactement, et il finit par nous écraser tellement les connaissances sont nombreuses. Non, il n'y a pas de réponse définitive, il n'y a que des questions. Nous voulions ouvrir quelques fenêtres et montrer quelques pistes. Et je ne voudrais pas manquer de remercier
les étudiants qui ont posé des questions et les féliciter de la pertinence et de l'intelligence de leurs questions. Merci à toutes, merci à tous.